Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBTQ préféré, Paint. Vous avez peut-être suivi la carrière sportive incroyable dans le paracyclisme de l'une d'entre elles. Et vous avez peut-être aperçu les rôles sur les planches ou dans vos séries favorites de l'autre. Mais le monde entier a pu découvrir leur couple après un magnifique baiser aux Jeux Olympiques suite à une course incroyable. Aujourd'hui, on vous partage la love story de Marie Patouillet et Soraya. Bonne écoute. Salut Marie, salut Soraya. Salut. Comment vous allez ? Très bien. Très bien. Un petit peu fatigué, mais très bien. Pourquoi fatigué ? Parce qu'on a eu toutes les deux un petit mois chargé quand même. Moi, je reviens d'une création théâtrale à Lille et Marie des championnats du monde. Et ça a duré, ça a duré ce mois-ci, donc c'était un petit peu intense. Et puis on a eu la bonne idée d'enchaîner avec un déménagement. Donc, Et aujourd'hui, le podcast Et comment ça s'est passé pour toi, Marie, le championnat du monde ? Très bien, parce que je suis rentrée avec 2 médailles d'or, 2 titres de championne du monde. J'adore Bravo. quand tu dis ça si bas comme si c'était bon, mais en c'est juste. toute humilité, quoi, vraiment. J'ai tué le game. mais- Juste ça. Non, mais j'ai une vision assez particulière des médailles, donc c'est vrai que je les mets pas sur un... Et de gagner, du coup, en général ? Non plus. J'ai une compétitivité qui est très interne, Ok. donc voilà, je vais souhaiter bonne chance à mes concurrents tout le temps. Et les médailles, je pars du principe, c'est pas parce qu'on gagne une médaille qu'on est une belle personne, donc Oh, wow. elle ne justifie que le fait que je sache pédaler. Le reste, ça fait Oui, bon, après, il y a du mérite à savoir pédaler. Oui, non, Ceci bien dit, sûr. d'être double championne du monde, c'est pas Non, négligeable. bien sûr, mais je mets pas plus que ça derrière la médaille, donc voilà. Les médailles. Ouais, les médailles. Mais félicitations en tout cas, et on est ravis que vous soyez là toutes les deux et que vous soyez ici pour le podcast et pour le livre. On est ravis aussi, on est ravis. Du coup, pour commencer ce podcast, on a toujours une question signature qui est si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre ? Waouh. Et là, il faut de la réflexion pour ça quand même. Un titre. Un titre. C'est pas une dissertation. Je sais. C'est pour ça que je te regarde. Parce que moi, je blablate beaucoup. Ouais. Moi, j'aurais dit inattendu, mais c'est pas assez magique, inattendu. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 2 ans. Marie, moi j'ai donné un mot. T'as À donné toi. un mot ? Oui, j'ai dit inattendu. Ah ouais. Moi, j'aurais dit hors cadre. On va garder hors cadre. Hors cadre. Tu préfères hors cadre ? J'aime beaucoup hors cadre. Et enfin, tu nous expliqueras par la suite pourquoi hors cadre, et on comprendra aussi au vu de ce qu'on va se dire pourquoi hors cadre. Enfin, j'imagine, je pense. Ça se trouve pourquoi. Je le souhaite. C'est ça. Pourquoi Ça sera on une choisit énigme. hors cadre. Du coup, est-ce que vous pouvez chacune vous présenter brièvement un peu sur votre parcours, enfin, et surtout la façon que vous avez grandi, chacune individuellement. Et l'âge que vous avez accessoirement pour constituer. Tu veux commencer ? Oui, bien sûr. Vas-y. Alors moi, je m'appelle Soraya, donc j'ai 40 ans, je suis née et j'ai grandi au Maroc, donc je suis franco-marocaine. J'ai intégré le conservatoire de théâtre à Bordeaux, la classe supérieure d'art dramatique, et je suis arrivée à Paris, je pense, quelques années plus tard. Donc je suis comédienne, je fais essentiellement du théâtre, de la télé, des performances, ça peut être aussi des docus, enfin beaucoup de choses en somme. Et voilà, je pense que c'est bien résumé. Et Et- comment tu t'identifies ? Tu veux dire mes pronoms ? Tes pronoms, ton orientation, enfin si. Ah, si t'en parles. Je suis Gwyn, vénère, politisée, engagée, queer, de facto. Et puis, non, voilà. À quel âge t'as compris que tu À l'étais ? quel âge j'ai compris ? Je pense que assez tôt finalement. Enfin, assez tôt. Relativement à d'autres personnes, pas vraiment tôt. On va dire que à 13, 14 ans, j'ai compris que les petits copains que j'avais et les intérêts que j'avais autour de moi ne m'intéressaient pas vraiment. Je me suis pas vraiment posé la question. Je me suis plutôt laissé vivre parce que j'avais une façon d'être assez secrète. Je n'étais pas très expansive, ni avec mes amis, ni avec ma famille, je veux dire mes sœurs. T'as grandi au Maroc ? J'ai grandi au Maroc. J'étais dans un système éducatif privé français.
Et donc, du coup, on avait quand même une petite bulle. C'est un endroit quand même assez privilégié. Et du coup, je me suis laissé vivre, mais je me suis pas interdit d'expérimenter. Enfin, je veux dire, quand d'expérimenter, c'est que j'étais avec des garçons, tout allait pas forcément bien. C'est-à-dire que j'ai fait mes tests, j'étais là, ouais, c'est vraiment chiant. En fait, si c'est ça, c'est un peu nul. Et puis voilà. Et puis j'ai ensuite été j'ai le schéma classique de ma meilleure amie aux alentours de 16 ans, je crois, 16-17 ans. Et voilà. Et après, ça a été un petit peu, oui, une évidence, quoi. Tu te dis, ah d'accord, ok, donc c'est pour ça. Il y avait une explication, il y avait une porte de sortie, et elle était là. Voilà. Et avec la famille, ça s'est bien passé? La famille, c'est particulier. Je pense que ma mère oui, ça s'est relativement bien passé avec ma mère, avec mes sœurs aussi. On est un peu en rupture avec mon père parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de voir la vie. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui a été pas très présent dans ma vie à moi, bien que très présent. Mais voilà, du coup, on ne se parle pas avec mon papa. Il n'est pas au courant de ma vie. C'est pas où je vais, où je vis d'ailleurs. Je pense qu'il doit vaguement savoir que je suis en France. Voilà, donc en dehors de ça, oui, j'ai été out très vite partout, dans mon milieu professionnel ainsi que la famille choisie ou pas choisie, mais en tout cas, j'ai jamais rien gardé, même dans mon travail, je veux dire, ça a été tout de suite mis sur la table. Et au Maroc, t'avais pas d'appréhension particulière? Si, au Maroc, oui, mais en fait, il y a ce truc au Maroc où tout le monde est très friendly, quoi. Les garçons se tiennent la main, on se touche beaucoup. Prendre la main de ta copine dans la rue, c'est pas interprété comme de l'homosexualité, quoi. Je veux dire, c'est assez courant. Mais si tu veux l'embrasser, c'est compliqué. Voilà, mais après, c'était très... Non, puis au Maroc, c'était ma première histoire, donc forcément, j'étais encore très dans le secret, avoir envie d'expérimenter ça aussi dans ma bulle, quoi. Donc, j'étais pas... Et puis, c'était un jeu, à ce moment-là. Enfin, pour moi, c'était un jeu de me dire, ça appartient pas aux autres. Et puis, j'avais bien conscience que l'extérieur était un danger. Et donc, pour moi, c'était une façon de me garder ma magie et de pas l'attacher, quoi. De pas prendre de risques. Je pense qu'on a ce type de comportement après aussi. Mais il y a plusieurs façons de le vivre. Soit on le vit en se disant, c'est horrible. Soit on se dit, en fait, ça part davantage et il faut arriver à se focaliser là-dessus. Moi, j'ai fait ça, mais plutôt jeune. Après, j'ai fait complètement autrement. Et toi, Marie? J'ai 35 ans. J'ai grandi en région parisienne à Versailles, dans une famille très classique, avec plein de privilèges. J'ai quand même la particularité d'être née avec une malformation de naissance. Au niveau de la jambe, qui a nécessité du coup un suivi orthopédique pendant toute mon enfance, toute ma croissance, et de ce suivi est né un premier rêve qui était celui de devenir médecin, que j'ai fait parce qu'après je suis allée à Bordeaux faire mes études de médecine, et du coup aujourd'hui je suis médecin généraliste. À la fin de mes années de médecine, j'avais du coup cette malformation de naissance qui s'est fortement dégradée et qui m'interdit aujourd'hui aujourd'hui, je peux plus du tout courir, ni sauter, Et sauf que j'ai besoin de sport dans ma vie pour m'exprimer, pour libérer certaines émotions. Et c'est comme ça que j'ai débarqué dans le handisport. Et en débarquant dans le handisport, j'ai fait certaines rencontres qui font qu'aujourd'hui je suis dans le haut niveau, et donc aujourd'hui j'ai mis un tout petit peu de côté mon métier de médecin et je suis sportive de haut niveau en cyclisme sur piste et sur route. Je m'identifie comme lesbienne engagée, peut-être pas militante parce que dans le sport c'est compliqué d'être militante, mais en tout cas engagée, et voilà. Et par rapport à ta famille, parce que si tu dis que tu viens de Versailles, est-ce que c'est un peu, ça pourrait être compliqué ou pas? C'est peut-être un cliché de dire que Versailles... Non, c'est pas du tout un cliché, parce que moi j'ai grandi... Non, j'ai grandi Moi j'ai littéralement grandi dans cet environnement où on vous dit... Et là, quand je dis environnement, j'inclus pas ma famille, parce que je ne voudrais pas qu'on leur attribue non plus ces mots-là, mais où on nous dit que si jamais on a une attirance pour une personne du même sexe, ce serait bien d'aller voir un psychologue. Ça, c'est ce que j'ai entendu pendant mes années lycée. T'as quel âge aujourd'hui? 35. Ma famille, moi, mon coming out est arrivé assez tard
parce que déjà, dans un environnement comme Versailles, on sort tardivement En tout cas, on se laisse le droit de sortir des cases, mais de manière tardive, une fois qu'on a pris un peu de maturité. Mes années de médecine, je les ai fait, cette particularité de les avoir fait dans l'armée. Pareil, découvrir son homosexualité dans l'armée, c'est pas toujours une évidence. Et c'est pas toujours très facile. Donc moi, c'est arrivé vraiment à la fin de mon internat, quand j'ai été réformée de l'armée. Pourquoi c'est pas une évidence ? C'est très hétéronormé. Ouais, c'est très hétéronormé. Et on n'a pas forcément la place de... C'est très hétéronormé. Il y a quand même beaucoup de LGBTQIA+ phobie. Ouvertement, ça se sait. Ouais, ne serait-ce que dans les blagues. Même si c'est tourné sur le ton de la rigolade. C'est là, quoi. Et c'est latent, c'est insidieux, et ça laisse pas la place à l'expression de son soi profond, quoi. Donc moi, c'est vraiment arrivé à la fin de mon internat, quand j'ai donc 20... Mon coming out est arrivé, 25, 26 ans. Et mes parents l'ont pris... Voilà. Je pense qu'il y a eu je dirais pas un choc émotionnel, mais il y a eu le côté de mais ok, c'est ok, mais comment est-ce qu'on va vivre avec ça, avec le regard des autres ? Je pense que c'est plus le regard des autres, de leur environnement, qui a été une première barrière que mon orientation en soi. Mais là-dessus, ça a été assez frères et sœurs, et mes parents, c'était ok. T'as combien de frères et sœurs ? On est 4. 4. Ouais, je suis l'aîné et j'ai un petit frère et 2 petites sœurs. On passe du coup au couple et toute la thématique de votre couple. Et tout simplement, on va vous demander comment vous êtes rencontrés, où et comment, et donner toute la petite histoire. Alors, hors cadre, je t'en prie. Je t'en prie, vas-y. Chapitre 1, la rencontre. On s'est rencontrés du coup il y a 2 ans. Et pour être très original, ça a commencé par les réseaux. Mais la petite originalité, c'est qu'en fait, on s'est retrouvés à se suivre. Enfin, tu t'es retrouvé à oui. me suivre initialement via le compte Lesbien Raisonnable. Donc, elle est vraiment à l'origine de notre rencontre. Parce que j'avais fait un shooting. J'avais fait un shooting avec un autre sportif qui s'appelle Enzo Lefort, qui est un escrimeur. Et il m'avait fait shooter dans un cadre assez mode, avec des tenues totalement improbables, à l'argentique, et ça avait vraiment donné un bon rendu résultat. Super. Moi, je fais de la photo. J'aime beaucoup l'argentique. C'est une vraie passion. Et j'étais tombée... Lesbien Raisonnable partage ce post de Marie, peut-être aussi pour annoncer un de tes titres ou un championnat, ou je sais plus. Et je vois les photos, et la photo était sublime. Tu étais sublime. et les fringues, tout. Donc, par curiosité, je me suis dit, waouh, badass quand même. Le paracyclisme, t'avais l'air engagé. Enfin, bref, c'était très inspirant sur le moment. Donc, je me suis juste intéressée à la personne, mais sans arrière-pensée sur le moment. Et puis voilà, on s'est suivis comme ça. Ouais, et puis moi, en même temps, j'étais dans une phase où donc je rentrais des jeux. Aux jeux, j'ai quand même vécu pas mal de discrimination. Et, par rapport à quoi, pardon ? Par rapport au sexisme, par rapport à mon orientation sexuelle. Ça a été pour moi une grosse désillusion à Tokyo. Et donc, j'étais vraiment dans un process de... je veux faire bouger les choses. Sauf que faire bouger les choses dans le milieu sportif, quand on est encore en activité, c'est extrêmement dur. On est extrêmement seul. C'est pour ça que je dis que je me considère pas comme militante. Parce que, avec honnêteté, j'ai pas la force et les épaules assez larges pour entreprendre des actions militantes. Par contre, prendre la parole, et c'est pour ça que je parle plus d'engager, ça, je peux le faire, et j'ai l'énergie de le faire. Mais bref, et donc j'étais dans cette année-là, où je le suis encore d'ailleurs, mais là, c'était très dur pour moi, parce que j'avais vraiment beaucoup d'opposition en face de moi, et dont des institutions assez... Mais c'est des pressions ? C'est des pressions qui sont évidentes, ou c'est latent ? C'est très insidieux. Okay. C'est très insidieux, et puis à partir du moment où on va parler et on va pointer du doigt un problème, en fait, à partir du moment où on témoigne d'une situation, on fait exister le problème. Et à partir du moment où le problème existe, ça met dans l'inconfort certaines personnes, et ça déplaît. Donc forcément, il y a une espèce de combat indirect qui s'enclenche. Et quand on est toute seule, c'est assez lourd. Et donc moi, à ce moment-là, de 1, je me sentais seule. Et de 2, j'étais un peu à la recherche de soutien militant, engagé, queer,
même si c'était pas sportif. Et en fait, l'avantage d'être sportif paralympique, c'est qu'on n'est pas extrêmement suivi et qu'on a la possibilité de regarder qui nous suit, de se dire ah tiens lui, en fonction du compte, du profil et tout, de se dire bon bah ok, s'il m'écrit ou elle m'écrit, peut-être que je sais pas si je répondrai ou peut-être que je répondrai. Enfin bref, ça permet un peu de voir un peu qui c'est qui nous suit. Et donc j'avais regardé son profil. Et il y avait écrit queer militante. Je me suis dit, bah tiens, on sait jamais. Non, mais ne Ça serait-ce pourrait que être utile. Non, mais ne serait-ce que oui, si jamais il faut engager une action, si jamais. Bah, les réseaux, c'est hyper bien pour ça, même si tu connais pas la personne, en fonction de ce qu'elle partage comme message au quotidien, dans ses stories, bah, tu te dis, ça peut être un ou une alliée potentielle, quoi. Et au début, c'était vraiment ça. C'était vraiment friendly. Mais qui a écrit le premier message à qui? C'est moi. C'est moi parce qu'elle avait un vélo qui s'est malheureusement fait voler maintenant, avec une selle léopard. Je suis si triste. Avec une selle léopard? Ouais. Et en fait, j'avais trouvé la selle magnifique et du coup, j'avais juste envoyé un émoticône flamme. Mais c'est Soraya qui t'a suivi, mais c'est toi qui as envoyé le premier message. Ok, Elle m'a suivi en retour, elle a pas envoyé un message comme ça. Oui, mais quand même, c'est trop bizarre parce que c'est toi qui déclenche le truc, mais c'est toi qui as dit ok, genre. Moi, je lui ai pas parlé, je pense pas, ou alors je l'ai félicité, je pense, pour les championnats, mais comme t'as dû recevoir des tas de messages. Mais oui, j'ai posté mon vélo parce que j'adorais mon vélo, en fait, tout simplement. Je m'attendais pas du tout à aucune réaction, enfin, surtout pas, en tout cas, de toi. Et oui, tu m'envoies une petite flamme. Ça m'a fait sourire, mais sans plus. À ce moment-là, vraiment, c'était pas du tout. C'était pas de la crousse, c'était pas de la drague, c'était pas. Mais le hors-cadre, il commence là, en fait. Le hors-cadre, il commence là. Parce que je pense qu'on était toutes les deux à des endroits de nos vies qui étaient particuliers. Pas du tout propices à la rencontre. Ouais. Vraiment pas. Moi, j'étais dans un trou profond. Et moi, j'étais dans un autre trou profond. Non, mais toi, c'était l'environnement sportif dans lequel tu peinais à survivre. Et moi, je sortais de, je pense, on va dire, 8 mois. Enfin, je commençais à aller mieux, mais je veux dire, j'avais vécu une rupture qui était quand même assez lourde. Je sortais de 5 ans de relation. Enfin, bref, un truc un peu touchy. Et donc, du coup, moi, j'étais dans un nouvel appartement. J'étais en train de refaire surface depuis quelques mois. Ça allait mieux, hein, mais j'étais encore farouche, quoi. J'étais pas du tout dans l'optique d'être avec quelqu'un. Pour moi, c'était fini. Enfin bref, c'était pas du tout l'optique. Donc même quand on a commencé après ça, on a commencé à discuter, mais je pense que c'est simplement après ça, non, c'était un peu plus tard. Non. C'est avec le vélo, en fait. Avec le vélo, oui. La chaîne. Voilà. Donc, on a commencé à parler vélo. Et j'ai simplement dit que je n'y connaissais absolument rien et que j'étais pas du tout. Voilà. Et puis de là est sortie du coup la discussion. Et puis voilà, il y avait la rencontre, et puis après ça s'est fait. Non. Et puis la rencontre, la vraie rencontre, c'est que j'ai été à une compétition qui se passait pas bien du tout, malgré les médailles qui ont pu sortir de cette compète. Ouais. Mais j'étais vraiment pas bien et on faisait que s'écrire à ce moment-là. La compétition avait lieu en région parisienne, donc j'étais pas très loin. Et puis elle me lâche à un moment donné, si je pouvais ne serait-ce que te serrer dans les bras pour te réconforter, je le ferais. Et là j'ai fait ok ce soir. Waouh. En fait j'ai pris un taxi de mon lieu de compétition, donc de l'hôtel où on était avec l'équipe de France, pour venir chez elle, sachant qu'on s'était jamais vu. Bref, c'était un peu inconscient, mais oui, j'aurais pu t'attendre avec un couteau. Exactement. Et moi, j'aurais pu dire avec un couteau aussi. Et en fait, c'est pas du tout toi. Ding dong. Et dans le taxi, je reçois un message qui me dit en fait, je suis quand même timide, donc tu viens, tu prends ton câlin et puis tu repars, quoi. Oh, wow. Je suis pas dit ça comme ça. Non, mais en gros, je suis pas prête à parler. On avait, en fait, tu oublies un truc. On avait prévu de se voir déjà, genre un dimanche, et là, ce jour-là, c'est un vendredi. Okay. On avait prévu de se voir et de se rencontrer, de boire un café ou de bouffer. Et il se passe que vendredi, je lui dis moi, si je pouvais te faire un câlin, je te le donnerais, quoi, parce que là, t'es entouré que de connards. Donc. Mais c'était juste du care, quoi. Enfin, ouais, c'était pas il n'y avait pas d'arrière-pensée derrière. Comme si tu voyais quelqu'un dans la rue pleurer et que tu le prends dans les bras pour lui dire ça. Free hugs. Voilà, Free hugs. Oui, t'es cette femme avec le panneau qui fait genre ici. C'était vraiment ça. Même le message, moi j'ai pas donc elle me dit j'arrive, je suis pas ok, très bien. Et donc moi aussi par timidité, parce que j'avais pas aussi envie de remplacer ce moment qu'on avait de manière assez cérémoniale prévu d'avoir dimanche. C'est Capricorne, ça. Ouais, je suis Capricorne. Un peu rigide.
Je lui dis, bah écoute, on fait un deal, on se parle pas. Tu viens, on se fait un câlin et tu repars. Enfin, ça peut durer longtemps, mais tu repars. Mais on parle pas. Et j'avais pris le pari de pas parler. Et moi, dans ma tête, en me disant, ouais, je suis comédienne, je peux tenir non, des pas scènes. dans ta tête, tu me l'as dit ça. Oui, Je oui. me dis non, parce que moi ça va aller, je suis Moi, ça comédienne, va je sais aller, faire. je suis comédienne, je sais garder mon sérieux. Souvent, sur les plateaux, ça rigole, il y a que moi qui suis sérieuse. Enfin, bref. Et en fait, on n'a pas tenu, quoi. Enfin, on a parlé. On a tenu 1 heure quand même. On a tenu 1 heure sans parler. 1 heure sans parler? Ouais. Mais 1 heure de câlin, du coup? Une heure de Juste câlin. dans les bras l'une de l'autre pendant 1 heure. C'est fort comme première Non, mais rencontre. c'était vraiment Ouais. un câlin figé. C'est... C'était vraiment- Waouh. Et vous étiez, Ouais. vous étiez à l'aise avec ce. Enfin, c'était pas un confort. Bizarrement, oui. Il y avait très très peu d'inconfort. Il y avait une sensation. Il y avait un peu de timidité. Un peu de timidité, mais c'est vrai que moi, je savais ce qu'elle était en train de traverser. Moi, j'étais pas forcément émotionnellement. Enfin, si, on va dire, si, j'étais disponible, mais cette phase-là de réflexion, on va dire sexuelle ou autre, elle n'était pas là. Elle n'était pas dans mon esprit. Donc là, moi, j'étais juste face à quelqu'un que je trouvais extrêmement intéressant, avec qui je connectais humainement et dont les valeurs me plaisaient. Et voilà, donc j'avais vraiment juste j'avais ce besoin d'être là pour toi, en tout cas. Non, et puis moi, c'était vraiment ce besoin-là que j'avais. C'est-à-dire que pareil, j'avais pas d'arrière-pensée, j'étais tellement en détresse à ce moment-là que. Mais c'est comme s'il y avait une Donc, confiance avant, quoi. Enfin, est-ce que vous Oui. diriez que de par la conversation que vous avez eue en ligne, c'est là que s'est créée une connexion, parce que sinon, c'est pas possible de faire ça avec Oui, un oui, inconnu ou une je dirais que inconnue. C'était pas une confiance aveugle, parce que par message, Mhm. il y a toujours ce côté de c'est facile de parler par message. Mais en tout cas, c'était assez safe comme endroit pour dire je vais faire le pari de faire confiance. Et puis c'était aligné sur les valeurs, sur la manière dont enfin sur les valeurs, oui, et sur le fond des discussions, sur le fond des discussions. On parlait de santé mentale, on parlait de beaucoup de choses qui étaient quand même assez importantes pour toutes les deux, par rapport aux trajectoires qui étaient très très différentes, mais relativement similaires. Il y avait cette écoute là, et il y avait une écoute sincère, franche et extrêmement bienveillante. Donc finalement, la part d'inconfort, elle vient de la timidité, du fait que tu connais jamais l'énergie de quelqu'un physiquement, chimiquement parlant. Tu peux pas. On aurait pu ne pas rester 1 heure dans les bras l'une de l'autre, mais c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Et est-ce que vous vous souvenez de la première impression que vous aviez l'une de l'autre en vous voyant, même physiquement? De la lumière. Vraiment, je crois. Enfin, je vais pas dire que je crois pas aux auras et tout ça. Au contraire, si, mais c'est pas comme si c'est juste qu'elle m'a semblé extrêmement, extrêmement lumineuse. Je me souviens de ça. Ça m'a fait vraiment comme si j'avais pris un éclair dans la gueule. Bah oui, c'est vrai. Non, Don't be shy. D'un coup, elle me regarde comme si tu découvrais. Non, je t'ai dit, ça m'a fait quelque chose de très fort, ouais. Et puis c'est quelque chose que je pense encore, que t'es quelqu'un d'extrêmement lumineux et voilà, t'es mon soleil, quoi. Moi, je pense que la première impression que j'ai eue, parce que t'es sortie sur le palier en pyjama. Mais... J'avais dit attention, je vais pas. Attention, hein, je m'habille ouais, je voulais pas que ça sonne comme un truc romantique, apprêté, machin. Je dis quand elle m'a dit ça, je dis moi je serais en j'étais en pige chez moi, quoi. Ouais, moi j'étais en pyjama aussi, quoi. Et non, moi il y avait quelque chose de réconfortant, enfin je l'ai vu et c'est comme si j'ai eu une vraie respiration profonde qui me disait ça va aller. Et voilà, je suis rentrée avec ça. Ouais. Et juste pour, c'est juste pour nous, c'est pour le kiff, pour les petits détails, mais j'ai besoin de visualiser comment ça arrive. Visualiser la rencontre. Oui, mais en fait, genre vous arrivez, vous dites rien. Rien. En fait, elle m'attendait sur le palier de sa porte et elle m'a pris dans les bras très fort. Et là, vous allez quelque part. Enfin, vous allez. Là, ensuite, on est rentré dans son. On est rentré, c'est pas très grand. C'est posé sur le canapé. C'est posé sur le canapé, et puis je l'ai prise, on s'est juste dans les bras. Ok, sans dire un mot, quoi. Sans dire même pas un bonjour. Si tu veux une tisane après, au bout d'une ouais, au bout d'une heure, si tu veux une tisane. Quand même. Ou sur les toilettes, enfin, même pas. C'est vraiment, tu veux une tisane. Ok, non. Ok. Waouh. Et d'en reparler, ça vous régénère ces émotions? Ouais. Moi, je me sens hyper chanceuse d'avoir vécu ce genre de rencontre. Parce que jamais je l'aurais imaginé. Et j'ai encore ce souvenir intact en fait de la pureté de la rencontre. Et ça, je trouve que c'est hyper chanceux. Ouais, c'est précieux, c'est très précieux. Non, j'en ai encore des guillis dans le ventre. Non, et le cœur qui fourmille, c'était vraiment
C'était pas attendu, c'était donc hors cadre, c'était vraiment particulièrement beau, voilà, vraiment beau, pur. On va continuer dans ce cadre-là, du coup. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous aimez le plus l'une chez l'autre? Tu veux commencer? Ou je commence? Comme tu veux. Moi, ce que j'aime chez Marie, c'est sa détermination, sa loyauté, son engagement. C'est quelqu'un d'entier, c'est quelqu'un qui fait tout avec le cœur. Il n'y a pas de mensonge possible. Et ça, c'est quelque chose de cette pureté-là, c'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que sans parler des gens en général, mais on arrive à le voir chez la couleur finalement du cœur de quelqu'un. Et voilà, et son engagement, sa détermination, sa loyauté, donc je me répète. Et puis... Tu peux t'arrêter là si tu veux. non, parce que t'es quelqu'un d'extrêmement aimant, de romantique. Ça, c'est des choses qui sont tellement précieuses que j'ai découvert après, mais qui sont tellement belles, quoi. Donc voilà, c'est mon bonheur. Moi, ce que je préfère chez toi, ton honnêteté, l'engagement aussi, parce que je pense on partage cette notion d'engagement, et ta sensibilité. Et le fait que tu ailles au bout des choses, dans le sens où... là, c'est plus le côté engueulade, mais quand on se confronte un peu sur des sujets qu'on n'est pas trop d'accord, c'est vrai que tu as cette... pour moi, c'est une qualité de toujours vouloir aller au fond des choses et pas de mettre sous le tapis un problème qui ressortira plus tard. Et ça, c'est quelque chose, sur le moment, que j'aime pas parce que ça me met dans l'inconfort total, mais après coup je me dis mais heureusement que t'es comme ça parce que ça rend les bases plus solides, je trouve, et c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et si vous avez des sujets d'embrouille, est-ce que vous avez des sujets en particulier ou pas? Alors souvent c'est quand on est très fatigué, Ouais, mais et que il y en a pas beaucoup, hein, on vous rassure. C'est des incompréhensions très souvent. De toute façon, les gens se prennent la tête parce qu'ils se sont pas compris, quoi. Et moi j'ai cette faculté quand même, quand je suis fatiguée ou que je suis énervée, de me mettre dans ma bulle et de plus trop donner accès à mes émotions. Et souvent c'est quand je donne pas accès à mes émotions que Non, c'est pas que tes ça part de émotions. là aussi quand même. C'est pas que tes Si émotions. je réponds plus trop aux questions. Voilà. Non, mais quand je dis c'est pas que tes émotions, c'est elle devient inaccessible. Alors que Marie est quelqu'un de très très ouvert, le cœur sur la main, très. Il y a cet endroit où d'un coup, je peux littéralement lui poser une question, elle va me regarder dans les yeux et elle est plus là, elle me répond pas. Et c'est très, ça peut être déstabilisant parce que tu te dis mais allô, elle snap out, tu vois. Et voilà. Et donc du coup, ça peut m'irriter, mais c'est pas un problème en soi parce que dans ces moments-là, je dis tu ne m'entends pas, tu ne me vois pas. Non, mais Et elle le sait. On est l'une ou l'autre un peu dans son retranchement de faiblesse, quoi. Que ça vient allumer un peu la flamme du conflit. Marie est capable elle a une énorme force pour entreprendre les choses. Elle peut être très rapide, c'est une fonceuse. Moi, je suis quelqu'un de très très ordonné, qui a besoin de beaucoup de réflexion. Donc, je vais être assez bonne à prévoir des choses, à faire des listes, à machin. Et après, je peux procrastiner. Donc, on va dire qu'on fonctionne bien ensemble, mais que moi, je peux paniquer. Par exemple, là, on a déménagé. Ça fait longtemps que vous vivez ensemble d'ailleurs? Un an et demi. Quoi. Un an et demi. Donc vous avez mis 6 mois avant d'emménager ensemble? On en a eu un petit peu marre de faire des... Elle était relativement loin dans Paris. En fait, moi j'étais à Maison-Alfort. Ouais. Et je m'entraîne à l'INSEP. Et moi à Pantin, porte de Pantin. Je m'entraîne 6 jours sur 7. Et quand j'allais à Paris, pour moi, c'était hyper compliqué en termes de logistique de me dire, attends, mon vélo, il est là, mes affaires, elles sont là. Et je me retrouvais... C'était beaucoup trop de charge mentale pour moi. Et pour moi aussi, j'avais du travail et être là-bas, c'était quasiment plus d'une heure de transport. Financièrement. C'était, on a passé 4 mois dans les métros et dans les taxis et machin. En fait, on s'est laissé le temps de voir si on avait besoin d'avoir encore un chez-soi chacune et de se voir
Mais vous aviez pas peur d'emménager si tôt, entre guillemets? Y a pas... En fait, on se rendait compte qu'on était tout le temps soit chez l'une, soit chez l'autre. Ouais, ouais. À aucun moment, l'une de nous exprimait la volonté d'avoir du temps seul, quoi. Et aussi, on savait qu'on l'avait ce temps seul quand on en avait besoin. C'est-à-dire que moi, ça m'a pas inquiété. Moi qui ai déjà vécu dans ma vie avec d'autres personnes, je sais que ça a été une réflexion, une vraie réflexion, et que ça ne m'a pas du tout fait peur. Ça m'a eu fait peur avec d'autres personnes, et j'ai quand même tenté. Mais là, je savais qu'avec Marie, ce ne serait pas du tout un problème parce qu'elle a ses moments à elle, j'ai mes moments à moi de travail, où je pars en tournage, où je suis... et je suis pas... je savais que j'en aurais pas plus besoin que ça. On a nos espaces, en fait. Okay. On a nos espaces. Le lieu de vie n'est pas un espace dans lequel on passe 100% de notre temps, finalement. Okay. On n'avait pas de doute par rapport à ça. Okay. C'était plus désagréable de faire du... les transports, avec nos vies, c'était plus possible. Ok. Donc on parlait en début de podcast un peu de vos familles respectives. Ou leurs respectives. Respectifs. Contre nature. Contre nature. Contre nature française. Est-ce que vos familles se sont rencontrées? Comment ça se passe avec vos familles? Comment ça s'est passé? Ou est-ce que vos familles une chouquette se sont rencontrées entre elles? Ouais. Oui. Est-ce que non, pas encore? Ou est-ce que c'est prévu? Ou... C'est assez compliqué parce que moi j'ai donc un père que je ne vois plus volontairement, et puis j'ai une mère qui passe beaucoup de temps entre le sud de la France et le Maroc parce que sa mère est malade, ma grand-mère est malade. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Moi j'ai rencontré la famille de Marie évidemment depuis un petit moment, et puis Marie a rencontré la mienne, enfin celle qui est en France. Mais faire rencontrer les parents respectifs, non. Je sais même pas si c'est un projet qu'on a. Okay. Si ça se fait, ça vous tient pas forcément à cœur? Non, enfin, je sais que mon père sera pas à mon mariage. Moi, ça me tient plus à cœur de faire rencontrer nos familles choisies. Oui. Que les familles, on va dire, génétiques, quoi, de sang. Ça veut pas dire que, après chacun met sa famille où il veut, mais je crois que c'est important d'en parler parce qu'on parle souvent même dans le podcast de familles respectives de sang, mais c'est vrai que dans la communauté, c'est bien connu que justement, si cette famille de sang n'est pas supportive, j'ai envie de dire, n'est pas là pour vous, ben, vous pouvez créer votre propre famille de cœur, et finalement, c'est celle qui va vous accompagner toute votre vie, et c'est tout aussi bien. Enfin, il n'y a pas de ranking où c'est mieux, moins bien. Mais donc, pour toutes les personnes qui sont qui sont séparés de leur famille pour ces causes-là, sachez que vous pouvez vous créer vos propres familles et que ça peut être hyper important pour vous. Ouais, moi je trouve qu'on grandit un peu trop avec cette norme de dire que tes piliers, c'est ta famille de sang. Ça peut l'être, je dis pas que c'est pas le cas. Moi, j'ai mes frères et sœurs, je sais que... Oui, tu en es proche. Non, et puis j'ai vécu une rupture, j'ai vécu tout ça, et je sais que j'ai pu compter sur eux, et pourtant ils sont plus petits que moi, et tous, et toutes, elles ont été avec ce qu'ils avaient là pour moi, quoi. Donc je sais que je peux compter sur eux. Mes parents, pareil, avec ce qu'ils ont, je peux compter sur eux. Mais je trouve qu'on grandit trop avec ce truc, c'est ta famille. Non, en fait. Tu peux avoir une famille choisie bien plus forte que les liens de sang. Et pourquoi pas inclure tes liens de sang dans cette famille que tu choisis, mais tu l'as choisie. Et sachant que le plus important, c'était finalement de vivre ta propre vérité et ce que tu es, quoi. C'est ça. Moi, j'ai eu aucun scrupule à laisser mon père derrière, par exemple. Ouais. Beaucoup de gens me disent « Ah, mais tu sais, tu vas le regretter, machin ». Oui, c'est regrettable. Il y a plein de choses qui sont regrettables, pas que dans les liens familiaux. Il y a aussi des boss avec qui on s'entend pas, qu'on laisse derrière. Il y a des gens, des connards, dans le sens plus général, qu'on rencontre dans la vie et qu'on laisse derrière, qu'on choisit, et plus facilement d'ailleurs de laisser derrière. Mais oui, s'il y a des endroits où on n'est pas safe, il faut savoir les laisser derrière nous et créer sa propre bulle safe, en fait. Et la famille choisie, c'est... Dans mon cas à moi, ça a été très rapide. J'ai eu au conservatoire, après, des comédiens qui étaient proches de moi, qui étaient ma famille choisie, et puis mes amis de la communauté, en fait, qui sont devenus des piliers, des gens qui étaient là, qui étaient de bons conseils, et ça, cette écoute-là, elle est pas antinomique avec celle de la famille, au contraire, mais elle est, je pense, nécessaire, et pour certains, plus.
Il y a un peu trop de culpabilité, je trouve, qui plane au-dessus de la famille. Alors qu'en plus, c'est pas votre faute du tout. Enfin, vous n'avez pas choisi, c'est vraiment le mot, vous n'avez pas choisi la famille. Et ça fait partie des conseils, justement, des aînés. Enfin, quand je dis des aînés, ça fait un peu vieux, mais je veux dire des gens qu'on rencontre dans sa famille choisie, enfin, des gens qu'on va mettre dans sa famille choisie, qui peuvent avoir plus d'expérience et qui te le disent très vite, en fait. Cet endroit, il est à toi et tu as le droit de choisir les gens qui te font du bien, qui t'écoutent et qui sont là pour toi. Est-ce que du coup, vous avez pu ressentir ou vivre de la lesbophobie par rapport à votre couple, surtout étant donné que vous êtes chacune dans vos domaines connus, que ce soit dans le domaine artistique ou sportif. Pardon. Est-ce que la lesbophobie, c'est un sujet ? Oui. Maintenant, pour développer, je pense que c'est tant pour Marie que pour moi des choses qui sont assez insidieuses et qui sont pas vraiment assumées. On va pas te dire sur un plateau de tournage cinéma ou télé ou même au théâtre, on va pas te dire Salguine. On va pas, c'est pas une agression dans la rue. Et puis Marie, je pense que toi non plus. Mais par contre, c'est des petites choses. C'est des réflexions. On va justement insinuer que tu veux pas d'enfant, ou alors genre oui mais toi t'as pas besoin. Ou c'est des petites choses qui paraissent ordinaires et qui sont pas identifiées par les personnes. Il va y avoir des blagues aussi. Il va y avoir des blagues, oui. Les 3/4 du temps, ce sont des blagues. On va toujours prendre le côté de la dérision pour dire c'est pas méchant. Mais en fait, quand t'es pas concerné, tu peux pas savoir ce que la personne en face de toi ressent de ta blague. La blague, c'est quand même de la dérision par rapport à la situation de quelqu'un. C'est le principe même du comique. Donc, situation de soi ou de quelqu'un. Donc, oui, c'est souvent des blagues. Non, puis il y a des clichés aussi. Moi, j'ai pas mal de temps eu le cliché de je suis lesbienne, du coup, forcément, je suis atterrie par toutes les femmes, quoi. Un jour, on m'a présenté une commentatrice au Canada, une commentatrice de course, en me disant bon bah voilà, vous êtes toutes les deux lesbiennes. Et là, on s'est retrouvés comme deux abrutis en mode ok. Qui a dit ça? Enfin, c'est déjà. Ah non, enfin, tu vas pas dire qui c'est, mais dans le contexte, ok. Quelqu'un d'encadrement, quoi. C'est un homme? Ouais. Ok. Et là, tu te dis, mais il se passe quoi dans ta tête pour... Enfin, bref, déjà, moi, je me sens hyper gênée. Et c'est tout comme ça. Hein. J'ai les contrôles antidopage et la règle, c'est que il faut se faire contrôler par quelqu'un du même sexe que toi, étant donné que le sport est très binaire. Donc, un homme contrôle un homme et une femme contrôle une femme. Parce qu'il faut que la personne voit ton urine sortir de ton corps et rentrer dans le flacon. Donc, littéralement, tu pisses à poil devant quelqu'un. Et là, je devais être contrôlée. Et il se trouve que c'était un homme. Donc, je dis, je me fais pas contrôler. Je vais pas... J'ai eu le droit à la réflexion de ma Marie, c'est bon, et du même bord, tu peux pisser devant un mec. Sous-entendu, on relationne avec le même. Et ça, c'est pas si insidieux que ça. Ça, c'est pour moi d'une violence extrême. C'est pas une microagression, là, c'est carrément une agression. Qui montre le côté insidieux, c'est qu'il y a énormément. Enfin, quand on prend dans le haut niveau le pourcentage de sportifs et de sportives out, il est dérisoire. En France, il est nul dans le haut niveau, je parle. Dans le milieu amateur, beaucoup. Enfin, il y a des sports qui sont beaucoup plus réputés pour être, on va dire queer, mais dans le haut niveau, il est quasi nul. Et énormément de sportifs et de sportives sont out dans toute leur sphère de vie, sauf dans le haut niveau. Et pour moi, ça reflète bien qu'il y a, même si c'est pas l'homophobie ou la lesbophobie, mais l'homophobie qu'on peut voir dans les stades de foot, qui est extrêmement violente, de par l'effet de masse et de par les propos qui sont tenus. Pour moi, le fait que le pourcentage de personnes LGBT QIA+, dans le haut niveau ne reflète pas le pourcentage du sport amateur, et encore moins le pourcentage de la vie de la société, ça reflète bien un processus d'LGBTQIA-phobie qui grimpe en fonction du niveau. Mais par rapport à qui? Parce que par exemple, tu vois, en Espagne, moi qui aime le foot, tu vois, dans les équipes féminines, honnêtement, c'est peut-être du 60% ou 70% de personnes out et ouvertement out dans les clubs et en Espagne. En Espagne. En France. Justement, et pourquoi est-ce que tu penses qu'en Espagne ce serait comme ça? Enfin, quelle est la dynamique pour que ça soit possible pour les Espagnols et qu'en France on soit encore au stade de personne n'en parle? Parce que même nous, en fait, quand on y pense, même sur Paint, je pense qu'ils nous suivent pas, parce que dès que tu nous suis, c'est un peu un indice aussi, tu vois. Tu dis pourquoi ils s'intéressent à un compte queer, tu vois. Aujourd'hui, si tu veux t'intéresser un peu à une personne, tu regardes quel compte elle suit, quel compte public elle suit, et t'as un peu
le profilage de Mm. la personne que tu as derrière le compte, en fait. Et je sais pas, moi, je pense que c'est l'environnement, en fait. Ouais, je pense si que c'est l'environnement est pas l'environnement. safe. Puis en Espagne, il y a un côté un peu fonceur, quoi. C'est peut-être une exception culturelle, je sais pas. Mais parce qu'il y a aussi. Ouais, il y a quand même Mais en Angleterre aussi, hein. il y a En un- Angleterre aussi, il y a- c'est beaucoup mais je plus pense qu'il y a Il y a plus le côté d'avancées sport en d'équipe. Espagne et en Angleterre qu'en France. Mm. Et on a un vivier ici, j'ai envie de dire de connards, mais de fascistes. Non, mais le sport de haut niveau est très à la ramasse. Mhm. C'est très hétéronormé. C'est pas du tout ouvert comme milieu. Mais pourquoi Mais pourquoi en fait? C'est ça que Pourquoi j'essaie y de a comprendre. pas Parce que tu vraiment vois, par de- exemple, même en Allemagne, c'est plus. Enfin, moi, je pense aux sportifs, moi, notamment dans le foot, mais en Allemagne, il y a quand même beaucoup de Après, tu personnes. penses beaucoup je dans le pense foot. qu'il y a hein. le Oui, mais Et c'est. puis il y a le fait que c'est esprit d'équipe. C'est une équipe. Ouais. Et que à partir du moment où tu as un ou deux leaders, une ou deux leaders qui arrivent à dire bon, bah, on va mettre cette énergie-là, tu prends une Mégane Rapinoe typiquement, enfin, c'est un peu le cliché, mais c'est le cas. Tu peux emmener énormément de monde derrière toi et tu peux énormément faire bouger les choses. Parce que c'est une question de visibilité, encore une fois, et de représentativité. Quand je tu es pense dans que un c'est sport individuel, tu vas tenir des propos, tu vas expliquer des choses. On va te dire, ouais, c'est vrai, je comprends, t'as raison, mais derrière, personne te suit. Mm. Parce que derrière, t'as les sélections, t'as les sponsors, t'as plein de choses qui font que ça te met une pression, une épée Damoclès au-dessus de la tête. Je pense qu'en France, on C'est est fort avec compliqué de ça, faire des avec ce fameux entourage et cette pression et cette institutionnalisation des, tu vois, que ce soit le sponsor, tout l'entourage en fait des sportifs. Et puis quand tu Je prends pense la qu'on le fait direction- peser La beaucoup. direction des fédés est très âgée, est très blanche, Mm. est très Voilà. homme cis, et que c'est que des... Et ça fonctionne par exemplarité, c'est-à-dire que tu reproduis le schéma de ton père, et puis tu vas embaucher des gens que tu connais, donc des gens qui de l'entre-soi, quoi. Et c'est ça, aujourd'hui, la direction de fédé, c'est ça. C'est très vieux. Voilà, c'est très vieux. Je pense qu'il y a, c'est quand je disais institutionnalisation, ça doit être ça. C'est-à-dire que je pense que dans les autres pays, ça tourne un peu plus. Il y a un turnover en termes d'entraide, tu vois, de staff, Dans la hiérarchie. ouais, voilà, on va peut-être recruter des gens des nouvelles générations. Et peut-être que ça fait en sorte que quand il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, et puis on avance un peu plus vite. Là, je pense qu'en France, on a une lenteur, mais on a une lenteur administrative, on a une lenteur pour beaucoup de choses. On le voit par rapport à nos droits. Déjà, on le sait que on le paye, ça, en fait, ce côté cortège de vieil homme blanc cis. Mais quand je dis Non, et vieil puis en homme, plus, c'est vraiment c'est- très vieux. C'est un manque d'éducation, c'est-à-dire que la plupart des situations, on va dire, discriminatoires, elles viennent juste d'une construction et de privilèges, mais dont la personne n'a pas forcément conscience. Mhm. Et que moi, je me retrouve à faire de l'éducation pour dire que telle insulte, en fait, tu ne peux pas la dire parce que c'est homophobe, que telle blague, tu ne peux pas le faire parce que c'est homophobe, que telle blague, tu peux pas la faire parce que c'est sexiste. Et la personne, en fait, elle fait « Ah ouais, j'y avais pas pensé ». Et le sport de haut niveau, c'est ça. C'est tout le temps du « Ah ouais, j'avais pas pensé, j'avais pas réalisé » et du « Ouais, mais Marie, tu sais, ça a toujours été comme ça. » Et le problème aussi, c'est qu'on a. Là, toi, tu prends le temps de le faire et tu as entre guillemets, la gentillesse et la volonté d'éduquer les gens. Mais on n'a plus le time, en fait. On n'a plus le temps, je veux dire, d'éduquer les gens et de passer notre temps à reprendre les gens à droite à gauche. Et surtout, de faire ce type de prendre cette énergie-là et ce temps-là pour dire aux gens, en fait, je t'explique. Voilà, je vais t'expliquer la situation. Ce que tu viens de dire, c'est lesbophobe, c'est homophobe. Et ça se fait pas. Quand la personne en face te répond oui, mais. Donc passe par le filtre de se dire c'était pas intentionnel, mon intention était bonne. Il faut se méfier de j'avais une bonne intention. Et pour te dire, je me justifie finalement. Au lieu de juste prendre ce qu'on te dit et d'écouter. C'est assez compliqué parce que derrière, tu dois expliquer encore une fois à une deuxième leçon, de dire en fait quand une personne minorisée t'explique qu'elle est dans une situation où elle se sent discriminée, tu écoutes. Ça, c'est la deuxième leçon. Donc c'est du temps en fait. C'est du temps que toi tu veux bien prendre, que beaucoup d'entre nous ont le temps de prendre ou ont l'énergie de prendre, mais il y a beaucoup de gens qui sont fatigués en fait et qui ont plus le temps, plus le time de faire ça. Et donc il faut choisir aussi les endroits où on se permet de parler. Et les personnes face à qui on se permet de parler, toi, Marie, t'as pas forcément le choix que de prendre la parole quand, avec l'âge que tu as et dans le cursus que tu as, sur le parcours que tu as, quand tu entends des gens faire des blagues et que tu sais que derrière toi,
dans les mêmes équipes, il y a des personnes beaucoup plus jeunes qui sont beaucoup plus sensibles à ça, qui sont beaucoup plus malléables à ce type de misogynie, homophobie, lesbophobie ordinaire, ben, tu te dois de dire devant tout le monde, est-ce que c'est possible d'avoir un environnement moins sexiste ? Et quand à ça, on te répond... Ça a toujours existé ? Ah non, non. Que si je voulais pas faire un sport sexiste, il fallait faire un sport de filles. Ben, là, tu te dis, ok, donc là, il y a encore... Déjà, tu viens de te prendre une balle, mais il faut que tu te relèves et que tu dises, en fait, non, ça va pas se passer comme ça. Ouais, l'énergie, alors que toi, t'es là Voilà. pour faire ton sport, quoi. Voilà. En fait, T'es t'as là- pas demandé et à... Puis le sport de haut niveau, il a ce côté en France qui est très élitiste, qui est très presque inatteignable d'avoir la sélection, d'avoir tu vois là, quand on voit la course au qualif pour les Jeux, c'est plus dur de se qualifier pour les Jeux que presque d'aller chercher une médaille aux Jeux, quoi. C'est tellement rare, c'est tellement précieux. Enfin, on nous le rend en tant qu'athlète tellement précieux, comme si c'était le but ultime à atteindre et qu'à côté il y avait rien d'autre. Que les sportives et les sportifs sont prêts à faire des sacrifices énormes et à même pas se rendre compte des sacrifices qu'ils font parce que souvent ils mettent de côté leurs propres émotions et leur vrai soi pour pouvoir avoir accès à cet objectif-là. Et il y en a un qui l'a dit, je parle pas de son orientation du tout, mais là c'est plus de santé mentale, mais Camille Lacour, il a dit je fais champion du monde en 2017 et en fait je me rends compte que je sais pas qui je suis. Bah ouais, mais ça c'est quand c'est je pense le cas de beaucoup de sportives et de sportifs, c'est qu'on met tout pour aller vers ce Graal et in fine on sait pas qui on est. Tu fais un énorme nombre de concessions et c'est pour ça que je parlais des personnes plus jeunes derrière Marie et que c'est pour ça que tu prends le temps et l'énergie et que des fois ça te coûte enfin c'est pas des fois, ça te coûte tout simplement, mais c'est que quand tu as des personnes qui derrière ont pas un travail à côté, parce que Marie elle a la chance d'être médecin, d'avoir une situation qui l'attend si jamais elle doit s'arrêter, d'avoir des sponsors aussi, et c'est pas rien, c'est un vrai privilège dont tu as conscience, et elle le formule tout le temps, elle dit je sais que j'ai un endroit, enfin j'ai une place privilégiée là-dedans. Quand on a ce privilège-là, on peut se permettre de parler, parce que si on nous menace d'une manière ou d'une autre, ou qu'on nous fait peser la menace de attention, si tu ouvres ta bouche, tu peux perdre ça, ça, ça et ça, ben il y a des gamines qui sortent littéralement d'un bled, d'un patelin, qui ont peut-être mis leurs études en arrêt, qui ont fait des concessions, enfin des sacrifices qui sont énormes. Et si quand tu as 18, 19 ans, que tu es complètement malléable, on te fait peser ça sur la tête, je pense que vraiment tu as de la difficulté à dire en fait je suis mal à l'aise, je suis inconfortable, je me sens blessé. C'est sûr et certain. Et c'est la même chose chez les comédiens et les comédiennes. Je pense que c'est la même chose finalement. Nos corps de métier, ils sont pas si éloignés que tous les autres. C'est une histoire d'humain. On a toujours de la pression et un cadre dans lequel on doit évoluer. Après, que ce soit un domaine artistique ou pas, je veux dire, le MeToo spectacle, il est arrivé, le MeToo stand-up, il est arrivé bien après le MeToo cinéma. Enfin, je veux dire, on doit évoluer, quand je parle de MeToo, c'est juste pour donner un exemple, mais on doit évoluer avec des mêmes schémas de domination partout. Donc, que ce soit chez les chirurgiens dentistes ou que ce soit chez les sportifs ou chez les comédiens, c'est toujours pareil. Il va y avoir un système de domination qui va donner l'impression aux hommes à l'homme blanc cis et HSBC d'avoir un espèce de poids qui est indiscutable en fait. Mais en plus c'est contre-productif parce qu'on sait très bien que ce soit une actrice ou une athlète, le fait de ne pas pouvoir être soi au travail, puisque c'est le cas, c'est contre-productif au niveau des résultats. Donc peut-être qu'on serait encore meilleur si on pouvait être soi en fait. Mais on n'a pas besoin. Je pense que eux n'ont pas besoin de te mettre dans de bonnes conditions. C'est marche ou crève en fait. C'est-à-dire que c'est dur. Si tu savais, moi je l'ai eu plus dur que toi. En fait, on c'est pas comparable. On peut pas comparer. Enfin, moi dans le sport, il y a le choix de mettre une certaine population dans de bonnes conditions aux dépens de d'autres. Moi, quand je demande à ce que les blagues soient un peu moins lourdes et un peu moins et qu'elles sexualisent un peu moins la femme, qu'on fasse un peu moins de blagues femme-objet, quoi. On me répond ouais, mais tu comprends, c'est pour qu'ils puissent évacuer la pression. Ah oui, forcément. Il y a toujours des excuses en les fait. pauvres. Oui, donc, mais moi, ce que je constate, c'est qu'il y a, bien sûr, il faut se méfier de mais je me rendais pas compte. Mais ce que je constate, c'est qu'il y a, dans le milieu sportif, il y a un gros manque d'éducation. Le terme d'allié, inconnu au bataillon. La notion d'intersectionnalité, inconnu au bataillon. Et il y a un vrai travail d'éducation à faire. Et c'est pour ça que, encore une fois, je reviens sur le côté militant que je m'attribue pas. C'est que
j'ai fait le choix de ne pas mettre, entre guillemets, la violence du militantisme dans mon projet, parce que moi, ça me coûterait trop en termes d'énergie, et je pense que je serais plus là aujourd'hui dans le Oui. haut niveau. Et j'ai décidé de passer par le côté un peu plus Quand tu, doux et Non, mais- éducatif. quand tu dis éducation et que c'est ou alors que c'est un manque d'éducation, il est partout en fait, il est dans la société. Je veux dire, je pense que dans le milieu du sport, toi tu le vis, enfin tu le vois et tu l'identifies comme ça. Mais moi, quand je parle d'alliés à des personnes qui ont même 30 ans sur un plateau de tournage, il y a des gens complètement hétéronormés qui n'ont jamais entendu ce concept-là. C'est-à-dire allié, moi je te soutiens, t'es là. Tu regardes une personne qui est sur le plateau avec toi, qui est plus jeune, moi j'ai 40 ans, qui est plus jeune que moi et qui sait pas ce que c'est qu'un allié. Ça arrive. Il y a encore, je pense que ça dépend aussi de ton environnement, enfin de la personne, tout simplement. Peut-être que dans le sport c'est beaucoup plus visible, mais je pense que dans toutes les couches Oui, de la non, bien société, il y a un manque d'éducation, et je pense que ça vient pas, si on parle d'éducation, là je pars un peu dans tous les sens, mais c'est juste une question d'éducation en général. C'est-à-dire que je pense que à l'école, on n'a pas les bons programmes scolaires. Je pense qu'on n'a pas les bons programmes d'histoire, de géo. Enfin bref, ça, c'est pour moi, ça te fait rire, mais c'est parce que je pense que c'est à la base de tout. Mais moi, je suis d'accord. Et au-delà de ça, je pense que ce soit dans le monde artistique ou dans le milieu sportif, la LGBT-phobie, lesbophobie, homophobie que vous pourrez ressentir, c'est aussi un reflet de la société dans laquelle on est. Et c'est pour ça que des pays comme les États-Unis, où il y en a aussi beaucoup, mais ils sont quand même beaucoup plus avancés sur ces questions-là. Et donc, ça se reflète aussi dans le milieu sportif et dans le milieu artistique. Exactement. Tu vois, aujourd'hui en France, déjà rien que pour faire ce podcast ou faire ce livre, c'est un peu une galère parce que les gens ne veulent pas s'afficher en couple. Les gens ont peur d'afficher leur couple homosexuel, lesbien, etc. Chose qu'aux États-Unis, les gens, c'est une fierté. Ici, en France, on nous dit on n'a pas besoin de savoir avec qui vous couchez, on n'a pas besoin. Mais en fait, si, c'est ta vie. Pas partout. C'est-à-dire que la France, à l'échelle des États-Unis, c'est un État. Oui, finalement. oui, Il y a exactement. beaucoup d'États bien sûr, où, bien sûr. tu vois, Mais je veux dire, par Texas, exemple, à l'Espagne, où justement, on disait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont out, tant dans le milieu artistique que sportif, et ben justement, il y a cette culture qui est différente. Et nous, en France, on est quand même assez en retard par rapport à ces questions. Ce qui est dingue parce que les étrangers de partout dans le monde pensent que vraiment on est évolué et on a quand même des droits, on ne va pas non plus cracher sur tout le système, mais on est quand même assez en retard en France par Oui, rapport puis c'est à facile l'étranger, aussi quoi. de parler de wokisme, c'est-à-dire que en fait c'est un peu leur arme de dire oh mais ça c'est des woke, tu vois, enfin il y a aussi ce truc là de mettre tout le monde dans le même palier ou oh, c'est des gauchos ou tu sais genre c'est trop facile d'associer ça à la politique. Alors qu'en réalité, c'est juste une question de... Si, c'est une question politique, parce qu'à partir du moment où on parle de retard sur ces questions-là, ça, pour moi, ça rejoint le programme... politique avec un grand P, pas de de politique avec un grand P. Mais droite-gauche. si, de politique avec un grand P, ok, parce qu'on parle d'humains qui font société, mais le politique avec un petit P aussi, parce que ce qui décide de ce qu'il y a dans un... Ouais, il faut pas me lancer là-dedans, mais ce qui décide de ce qu'il y a dans les programmes scolaires, c'est bien le grand P et le petit P. Oui, mais Enfin, c'est très réducteur. Ah, on est en train de parler de P. Non, mais c'est pas réducteur. Non, je comprends que tu puisses le voir comme ça, mais ça l'est pas, parce qu'en réalité, il y a des efforts à faire. Quand tu compares la France, si on est en train de parler des dynamiques des pays, si tu compares la France, par exemple, aux Pays-Bas ou à des endroits comme ça, où littéralement, il y a des refontes des programmes scolaires beaucoup plus fréquemment, et le premier endroit que tu côtoies quand tu es un enfant, c'est l'école. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un sujet, on parle de discrimination, de lesbophobie, d'homophobie, transphobie. Et on le réduit à un parti politique. Non, il y a un raccourci. Non. Si, non, mais c'est le chemin qu'on te fait quand on te dit. Oui, bien sûr, mais il y a un raccourci qui est fait, tout comme quand il y a un raccourci quand moi, dans les institutions, on me répond non, mais Marie, l'orientation sexuelle, il faut que ce soit un non-sujet. voilà. Je suis désolée, mais il y a un raccourci qui est fait, qui aujourd'hui ne peut pas être fait, Les gens qui te parce disent... qu'on n'est pas assez avancé. Oui, mais les gens qui te disent il faut que ce soit un non-sujet, c'est les gens qui ont été à l'école, à qui on a expliqué, justement, comme quand on était jeune, une attirance pour la même personne, c'est égal psychologue. Donc je veux dire, c'est des croyances qui se construisent et qui se construisent depuis que tu es petit. À partir du moment où si tu veux qu'une société change et que l'état des pensées change, ça veut dire que ça se construit à 4 ans, à 5 ans. Si dans les écoles, on apprenait ce que c'était la tolérance, et pas juste par rapport aux discriminations pour lesquelles on gueule depuis des centaines d'années, pour le racisme, je veux dire, il y a un moment où c'est
de l'éducation avec un grand E. Oui. Donc ça reste politique, mais c'est pas une histoire de droite-gauche. Est-ce que ceux qui sont au pouvoir veulent que ça change? Non. Donc ça changera pas jusqu'à ce qu'il y ait un peu un... C'est pour ça que j'en parlais, c'est pour ça que je disais, c'est un problème d'éducation quand on se retrouve à devoir dire à quelqu'un oui, mais non, mais ça se fait pas, tu en arrives à te penser que pour lui ou comme pour n'importe qui d'autre, ça devrait être quelque chose pour tous, à l'école, depuis le plus jeune âge. Comme aujourd'hui, on n'apprend pas aux gosses ce que c'est qu'une courgette et les saisons. Et que du coup, à 12 ans, on dit ramène-moi une courgette, il te ramène un concombre. Enfin, non, mais c'est vrai. J'extrapole là, mais c'est un bel exemple. Mais tu vois, dans le sport, il suffirait qu'il y ait un grand joueur de foot et ça passe par ça aussi. Qui rende son coming out public. Ah, tu veux dire... Non, mais après, je veux dire que ça va être... J'ai pas un nom en particulier, mais dans le sport, ça marche beaucoup comme ça. Zinedine Zidane. Il faut des référents, il faut des exemples. Quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est une lourde charge pour la personne puisqu'elle est seule et on voit tout ce qu'il y a derrière, la possibilité de perte de sponsors, et le représente. Ça, tu vois, ça c'est une fausse pression. Parce que moi, tous mes sponsors, alors j'ai pas le salaire de de tous les footballeurs, je pense d'ailleurs, mais en tout cas, mes sponsors me permettent de vivre de mon sport. M'ont choisi, enfin en tout cas, la collaboration est née. Le point de départ, c'est mes engagements. Donc en fait, mon orientation sexuelle fait partie de la discussion de base de la collaboration. Donc les sponsors, de moins en moins, ils s'effacent par rapport à ça. Bien au contraire, il y a ce côté où on a envie de chercher de la diversité dans nos partenariats. Donc ça, c'est plus trop vrai. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il faut pour moi, il faut avoir conscience que le coming out public, il est avant tout pour les autres et pas pour soi. Et que si on n'a pas fait assez de cheminement en interne sur son orientation sexuelle et qu'on n'est pas encore assez mûr, on va dire, là-dessus, c'est peut-être effectivement risqué de le faire publiquement. Mais une fois que on est OK avec soi-même et qu'on sait à peu près où on va, même si parfois on prend d'autres sorties et d'autres portes, le coming out public, il faut juste avoir conscience qu'il est fait pour les autres et pas pour soi. Mais les sponsors aujourd'hui, sans parler d'effet de mode, mais c'est-à-dire que ce serait un désaveu énorme pour eux de ne pas se préoccuper de ces sujets-là en 2024. C'est tout à leur honneur pour tes sponsors, et encore heureux, mais je pense peut-être à, tu vois, genre, des sponsors plus petits, moins engagés, et qui sont un peu à la ramasse pour d'autres athlètes qui ont moins de... Moi, par exemple, mes sponsors sont discutés où il y a une part financière, et en échange, il y a forcément une collaboration, et en échange, je fais beaucoup de conférences en interne sur la question des discriminations, et on parle pas que du sexisme, je parle de lesbophobie, je parle d'homophobie, on va parler... J'essaye de balayer toutes les discriminations et de parler d'alliés, de parler d'intersectionnalité dans les entreprises. Et il y a quand même 3-4 entreprises assez grosses qui me suivent. Et mine de rien, pour moi, c'est aussi important que de mettre une photo de nous deux sur les réseaux pour rendre visible il faut arriver à truster. C'est-à-dire que oui, il y a un intérêt de ces personnes-là. Et il faut arriver à transformer l'essai, c'est-à-dire que, comme tu le dis très bien, c'est pas accepter de l'image, en fait. L'image, on peut s'en occuper très bien toutes les deux. Il y a un endroit où il y a un travail de fond à faire, et c'est un travail, en plus, d'après ce que tu me racontes, Marie, qui est très très valorisé et qui est très apprécié, parce que avec toute la douceur que tu as et avec tout le tact que tu as et l'intelligence que tu amènes à ces rencontres-là, à ces tables rondes, etc., il y a un vrai cheminement qui se fait chez les gens, et ça c'est important, c'est de l'éducation que eux verront comme indirect, mais qui est pour toi en tout cas je pense direct dans ta tête, et c'est prendre la place toujours d'un vieux monsieur blanc qui parlerait de ces sujets-là et qui s'y connaîtrait pas. Qui arriverait à dire dans le même discours, moi je suis féministe, mais je suis macho aussi, quoi. Et voilà. Non, mais c'est vrai, parce qu'on en connaît partout. Mais moi j'ai déjà entendu ça de réal, quoi. Me dire, moi tu sais, je suis hyper féministe. Par contre, c'est pas moi qui fais à bouffer à la maison. Ou des trucs dans le genre. Mais si, mais je vais pas te dire que c'est de la lesbophobie, je vais te dire que c'est de la bêtise, en fait. Et ça il y en a partout, en fait, que ce soit sur mon lieu de travail ou dans la rue. En fait, c'est des graines que tu plantes. C'est des graines que tu plantes, voilà. Ouais, mais c'est fatigant parce que s'il y en a pas beaucoup, si pas beaucoup de gens s'expriment, vous prenez quand même une responsabilité, une charge mentale aussi. Merci à toutes les deux aussi pour faire ce que vous faites, parce que si il y avait plus de référentes et de référents-référentes
pour montrer ça, Alors, moi, en ça toute serait plus facile. honnêteté, quand je suis rentrée de Tokyo, j'ai eu cet échange avec mon entraîneur et il m'a dit, on repart pour Paris. Et je lui ai dit, à une seule condition, moi, je ne repars pas pour une course à la médaille, comme j'ai fait pour Tokyo. Ça m'intéresse pas. Gagner une médaille avec aussi des émotions aussi négatives autour de cette médaille, j'en veux pas. Oui. C'est Donc, amer, quoi. Oui. si on repart, attends-toi à ce que je dépense de l'énergie dans des prises de parole, dans des conférences, avec des sponsors, avec ces choses-là, et qui vont me prendre du temps et forcément qui vont avoir un impact sur mes entraînements. Et donc ça, c'est un contrat que j'ai passé avec lui et avec moi, que c'était hors de question que j'aille mettre mon image, et essayer de mettre mon image par une sélection aux Jeux à Paris, de peut-être faire rêver quelques personnes par le sport, sans leur raconter la vérité. Et c'est un confort aussi de privilégier, d'arriver soi-même à faire la balance de son engagement, de cette prise de parole, de cette perte d'énergie, par rapport à ce que ça nous rapporte. Il y a des gens, que ce soit dans mon industrie, dans le cinéma ou le théâtre, ou dans le milieu sportif, qui n'ont pas cette énergie-là, parce que justement, quand ils font la balance, enfin, tu vois, le ratio entre ce que ça leur apporte et les dangers que ça tient, en fait, oui, ils font vite le choix de leur sécurité. Et on peut pas leur en vouloir, encore une fois. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. C'est pour ça que je dis que c'est un endroit de privilège qu'on a, et que ce serait vraiment bégueule de notre part de pas prendre cette place-là. Oui, moi, ce serait malhonnête, en fait. Voilà, exact. Mais pour moi aussi, c'est mal. Enfin, moi, je fais ce que je peux à mon niveau, c'est-à-dire parler quand je sens que je peux parler, et que comment dire, il n'y a pas de prise de risque particulière. Par contre, il y a des endroits où je sais que je suis pas exactement à un endroit très safe. Je vais faire attention de pas donner trop d'énergie, quoi. Je vais faire mon travail et je vais partir très vite et je vais pas prolonger. C'est-à-dire que ça va pas aller plus loin que ça. On est tous obligés à un moment de composer avec ce qu'on a, et les endroits où on peut ouvrir une porte et on sent qu'on peut planter une graine, il faut le faire. Pas forcément que pour nous, mais pour les gens derrière. That was deep, you guys. Genre, belle parenthèse. Enfin, c'est pas une parenthèse du tout, ça avec. Non, c'est le cœur du podcast. Mais fascinant. Merci beaucoup pour tout ce insight. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il peut. Exactement. J'allais dire, on va revenir vers le couple. Non, justement. En fait, ça fait vraiment partie intégrante pour le coup de notre couple. Exactement, c'est la dynamique. Moi, j'ai quand même beaucoup de prises de parole dans des tables rondes, et je ne demande jamais les questions. Et quand on me demande comment j'ai envie que ça se passe, je demande à chaque fois que j'ai pas un monologue, parce que je trouve ça hyper ennuyeux, mais que l'assemblée, en tout cas les gens qui vont être là, posent des questions, qu'il y ait vraiment une interaction, mais je ne veux pas les questions en amont, ce qui fait un peu de hasard quand même, et qui fait beaucoup de préparation. Du coup, les veilles de table ronde ou même d'interview, on a 3 heures de brainstorming, on va discuter et déconstruire des trucs. Surtout au début de notre même encore maintenant quand même. Ouais, mais je sais qu'on avait beaucoup de discussions par rapport. Donc ça fait quand même partie, c'est une grosse partie de notre couple. D'intersectionnalité, parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, on n'a pas les mêmes backgrounds, on vient pas des mêmes milieux, donc les discussions sur le privilège, l'intersectionnalité, c'est enfin voilà. Et le fait, enfin ça c'est plus basique, mais le fait que vous soyez chacune dans vos domaines, comment est-ce que ça joue sur votre couple? Est-ce que ça vous aide, vous trouvez, enfin, parce que vous avez tous les deux des plannings assez occupés, vous êtes souvent en déplacement. Est-ce que ça joue sur votre couple? Comment est-ce que vous gérez ça? On se manque. Ça joue. Oui, là par exemple, c'était. Non, c'est vrai qu'on a des environnements quand même particuliers. Oui, mais moi je trouve que c'est une force. Moi, ça m'apprend beaucoup de toi, ton travail. Ouais, après, tu l'as dit, on a quand même beaucoup de similitudes. C'est quand même un niveau de performance. C'est comme un domaine de performance où, toi, mine de rien, quand tu montes sur scène, c'est ta perf et il faut que tout soit aligné pour que tu puisses réaliser cette perf. Moi, c'est pareil. Peut-être que là où c'est un peu délicat, c'est quand moi, je suis dans ma bulle de perf et que c'est pas forcément facile d'y avoir accès et de comprendre comment je peux réagir. J'ai fait une perf où t'es venu à Rio 2-3 jours. Ouais. Et où tu m'as applaudi et j'étais tellement pas contente de mon chrono que je
d'un geste, j'ai bâché parce que. Je t'en ai pas voulu du tout. Non, je sais, mais je comprends très bien. Je Moi, sais aussi que sur le moment, tu as dû te sentir. Tu me parles quand je sors c'est de violent. scène. Tu me parles quand je sors de scène ou entre deux trucs. Si c'est sortie de scène, je dois remonter et tu me parles à ce moment-là, je dis rien. Il peut y avoir une forme d'incompréhension Oui. comme ça, mais du coup, parle, je en fait. pense que ça nous apporte beaucoup de compréhension. Le fait de savoir, comme tu le dis, qu'on a des bulles de performance, ou en tout cas qu'on a des impératifs, si tu veux, de préparation pour un rendu qui a des échéances qui sont très courtes quand même, avec des moments plus ou moins longs d'absence, ben ça peut être pour elle comme ça peut être pour moi. Au début, t'as eu je pense la première fois que t'es partie, c'était pour un stage au Vélodrome à Lille. Ben j'étais en tournage, j'ai pas pu venir avec elle, mais la deuxième semaine j'étais libre, je suis venue. Okay. Donc ça nous apporte aussi beaucoup de cette liberté-là, parce que moi je suis pas dans un bureau de 9h à 17h où quand Marie doit partir, ben je vis simplement son absence et c'est nul. J'ai la possibilité, enfin j'ai la chance en fait d'avoir un travail où on est en tournage, ensuite on est en préparation, il y a du temps à la maison où tu apprends ton texte, ou après c'est plus particulier quand tu es sur une création théâtrale. Là je reviens d'un mois un mois et demi de création à Lille. Là c'est un peu long. Là c'est un petit peu long, ouais. Là, c'est un petit peu long et on a quand même réussi. De préparation des mondes. Voilà. Toi t'avais ce stress t'avais toute la prépa du théâtre. Et du coup, c'était compliqué, mais avec la chance qu'on a eue, c'est que Marie avait une de ses préparations à Lille. J'étais au Théâtre du Nord à Lille, et Marie était à Lille aussi pour un stage. Donc on a réussi sur un mois à se voir quand même bien. Une semaine. Ouais, une semaine et demie, quoi. Okay. In and out. Donc ouais, on arrive à la différence de nos milieux, mais il y a un truc qui est très crossover, c'est qu'on a des bulles de préparation. On se respecte vachement par rapport au temps qu'on a besoin ou à l'investissement qu'on doit mettre dans notre travail. C'est jamais quelque chose de questionné. On a un peu ce schéma de dire attends, là moi je ressens ça par rapport à cette situation. Maintenant on fait quoi avec ça? Et du coup c'est vrai que quand on se comprend pas trop, qu'il y en a une qui est un peu trop dans sa bulle et oublie un peu l'autre parce qu'il y a la performance qui arrive, on arrive quand même à revenir à attends, toc toc, ok, toi tu fais ça, mais moi par contre là aujourd'hui je me sens un peu triste, angoissée, stressée, j'ai peur. Bon bah on fait quoi avec ça? Et du coup c'est vrai qu'on arrive quand même à communiquer. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Est-ce que vous avez envie de vous marier? Est-ce que vous avez envie d'enfants? Est-ce que vous avez une projection? Ou alors vous vivez au jour le jour? Marié, oui, parce que c'est dans les projets. Enfant, non. Mais on en a aussi beaucoup discuté et on sait que c'est pas un désir qui est partagé, en fait. Et après, où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Toi, tu seras médecin. En fait, on se le dit souvent, on a quand même l'esprit d'aventure. Toutes les deux, on aime bien... on aime bien voyager. Si jamais on a la chance de faire un tour du monde ou d'avoir la chance, quand je dis la chance, c'est le privilège surtout de partir longtemps quelque part, d'aller vivre ailleurs. On veut pas faire une projection hyper pépère, plan, de se dire moi je serai un cabinet, moi je serai au théâtre pour la 28e saison de Molière. De Molière. Non, moi Maladie imaginaire. Je vais dire un truc un peu plus, peut-être un peu trop perché, mais moi je nous souhaite en tout cas d'être en phase avec nous-mêmes ensemble et en phase avec soi-même chacune. Peu importe là où on va. Enfin, Amen. Non, mais en fait, j'ai grandi dans un environnement très protocolisé. J'ai fait un métier très protocolisé, celui de médecin. Et quand j'ai basculé du côté de médecin au sportif de haut niveau, j'ai pris une vague de « mais attends, t'as un des métiers, les meilleurs métiers du monde, selon une évaluation qui est totalement absurde, mais pourquoi t'irais faire du vélo, quoi? Déjà, c'est hyper réducteur. Et en fait, de faire d'avoir le courage de sortir de ce cadre privilégié que celui d'être médecin et d'aller vers un cadre beaucoup plus précaire, celui d'être sportif de haut niveau. En fait, je me suis rendu compte que déjà, on n'avait pas un seul métier, on n'avait pas l'obligation de faire qu'un seul métier et qu'il fallait juste être ouvert à toutes les portes qui pouvaient s'ouvrir et peu importe où ça va mener, en fait, tant que
t'es en phase avec toi-même et tu sais que tu prends Ouais. la bonne porte. D'où l'aventure. C'est-à-dire En fait, que on peut être dans la Creuse n'importe où. tant qu'on a la chance. Fleuriste. Ouais, Ah non, mais en non, mais vrai- c'est vrai. En plus, on se l'est déjà dit. Moi, si demain, enfin, c'est pas des questions qui sont C'est très flou. stressantes. question, quoi. C'est-à-dire que si demain tu me dis j'ai envie d'être boulangère, je trouverais ça génial. Ouais, cool, nice, c'est super. Ben moi, j'ai envie de faire de l'origami de manière professionnelle. Il y a les championnats du monde d'origami qui arrivent. Je sais que Marie sera mon premier soutien. Et ça encore, on en parle de notre endroit où vraiment où on a conscience de ce privilège-là. C'est-à-dire que toi, tu as ton métier de sportive que tu dis un peu précaire, mais où tu as la chance, par tes engagements Non, aussi, mais de il était venir... précaire Initialement, bien sûr, bien sûr. Mais, il était- Mais moi, je parle aussi de mon métier qui est, pour le coup, presque plus précaire dans le sens où c'est pas un métier qui est stable du tout. C'est-à-dire que ça marche bien là, ça peut ne pas marcher demain, ça peut encore mieux marcher après-demain, Inch'Allah. Enfin, c'est ce que je me souhaite. Mais c'est un métier qu'on a, en tout cas que moi, j'ai choisi pour cette liberté, pour les bonheurs que ça me faisait vivre et les multiples vies que ça me faisait vivre. Et pour le côté ludique, quoi, tout simplement, que ce soit... quelque chose de gai ou de triste, c'est quand même extraordinaire de pouvoir expérimenter tout ça dans une vie et ce ludisme-là, enfin de jouer tout simplement. Mais par contre, la précarité de ce métier-là et sa dureté, elle est quotidienne. C'est-à-dire que c'est un métier que tu fais parce que tu attends la validation tout le temps des gens. Tu es dans un processus interminable de séduction consentie et voulue. C'est-à-dire qu'on on te choisit, tu es un produit, mine de rien. Tu as beau travailler avec des gens formidables. Quand c'est l'industrie, quand je dis la différence entre l'industrie et les gens que tu choisis, avec lesquels tu fais du théâtre génial, il y a une industrie qui est la réalité de ce qui va faire ce que tu mets tu vois, dans ton petit France Travail et dans ton machin. Il y a une vraie réalité, et après il y a les privilèges que t'offre la vie dans ton chemin quand tu peux choisir les gens avec qui tu bosses et ta famille choisit. Moi je sors d'un projet qui était genre juste génial, ou que c'était que avec des gens de la commu, quoi, des gens engagés, politisés, enfin. Mais voilà, quand tu fais une pièce comme ça avec Virginie Despentes, tu sais que le texte va te parler, tu sais que les gens qui seront sur le plateau, ça va être que des gens de la commu. C'est safe, hyper safe, quoi. Enfin voilà, il y avait que des lesbiennes ou des personnes déconstruites, quoi. Ouais, déconstruites, quoi. C'est quoi votre souvenir favori ensemble? Est-ce que vous avez un souvenir préféré? Peut-être pas, ça va peut-être pas être le même, mais moi c'était notre voyage à Joshua Tree en van. Ouais, alors moi ça sera pas le même parce qu'il part quand même d'un point de départ très dur pour moi. Oui, mais il y en a plein en fait. Mais non, moi c'est la rencontre. Vraiment, enfin le côté improbable de ce câlin. La rencontre, sans parler, sans se connaître. Et moi c'était Joshua Tree. Mais t'as le droit de choisir. Joshua Tree c'était vraiment un moment particulier parce qu'on est parti en van. C'était sur un coup de tête. Moi qui suis quelqu'un de très organisé machin, et j'ai tellement aimé ce moment. C'était hors du temps. C'était vivre le coucher, le lever du soleil comme ça en pyjama dans un van avec notre petite chienne en plus. Enfin. Mais c'était où? À Joshua Tree, dans le désert californien. En fait, la base de ça, c'est que moi, c'était l'année. Donc, j'étais toujours dans le fond du trou. Le trou a duré longtemps. Et je reçois une nouvelle qui me fait vriller. C'est-à-dire que je me rends compte qu'on ne m'envoie pas les documents pour que je puisse avoir accès aux aides. Et donc, du coup, je ne suis pas budgétisée. Donc, du coup, ça me met sur le banc de touche par rapport aux sélections, par rapport à tout ça. Et je le vis comme une injustice énorme. Et ça me. Vraiment, ça me fout le coup de marteau derrière la nuque là et elle était en stage et j'avais juste envie de tout arrêter, quoi. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit écoute, dans le sud de la France, c'était loin. Et je lui ai dit là il y a deux solutions, soit je m'arrête, soit je fais un break, on prend des billets et on part loin. Et puis je verrai en rentrant si je continue. Et on commence à regarder les endroits où on pourrait aller, et je lui dis non mais en fait je vais être honnête, si on reste en Europe, dans 3 jours, je vais te trouver les meilleurs arguments du monde pour que je rentre à l'entraînement, et je serai à l'entraînement parce que. Et puis va l'arrêter, elle. Donc. Voilà, c'est ça. Parce qu'on connaît la détermination que je peux avoir, et à partir du moment où je décide que je retourne à l'entraînement, donc je dis non, en fait, on va partir à l'autre bout du monde pour que je n'ai pas le choix de faire autrement que de rester là-bas. Et il faisait froid partout dans le monde à ce moment-là, mais vraiment même à Los Angeles, il venait de pleuvoir. Et donc en fait, non, à la base, on est parti, donc on se dit on va aller à Los Angeles, donc on va à Los Angeles, et puis on fait 3 jours en ville. Les 3 jours ont été
dur parce qu'on s'est vraiment engueulé, parce que j'étais invivable. Enfin, là, pour le coup, on parlait de ma bulle, mais je donnais accès à rien. Juste un petit sourire de façade et c'est tout. Non, même pas ça. Dommage, je n'ai pas filmé. Mais je donnais vraiment accès à rien parce que j'étais dans un mal-être profond. Et on se dit, bon, bah. Et moi, la ville m'oppressait, enfin, tout m'oppressait, en fait. Donc, je lui dis, bah, viens, on va prendre un van et on part d'abord faire la côte. Et puis, il y a eu une tempête, tout ça, la côte n'était pas très belle. Donc, on dit, non, mais en fait, on va dans le désert. Et là, c'était vraiment, ça a été. On n'a pas passé beaucoup de temps dans le désert, mais. C'est vrai que ça a été une déconnexion. C'était sublime. Ouais. Non, mais juste de prendre le van, de partir sur la côte, machin. On a des très beaux souvenirs. Voilà. Ok. Et une très belle preuve d'amour aussi de ta part de justement soutenir. Bah oui, moi ta j'étais à Paris, elle me dit bon bah je suis arrivée au stage, elle en avait pour une semaine, mais ça va s'arrêter maintenant. Je fais ok, je prends un train. J'arrive. Ça, enfin, Et quand elle me dit il faut pas qu'on reste en France, moi j'ai pris mon ordi. Donc, alors est-ce que tu veux il fait à peu près 17 à Los Angeles et on a l'argent, on a la chance d'avoir l'argent, on y va, vas-y viens, on s'en fout, on n'a qu'une vie. Et elle venait de me dire il faut pas qu'on reste en Europe. J'ai dit Los Angeles, on reviendra pas. Et qu'est-ce que vous diriez qui maintient une flamme dans votre relation? Comment vous faites pour maintenir la flamme? Je pense que l'honnêteté, la sincérité, c'est des valeurs qui nous tiennent tellement. L'engagement aussi, enfin, je veux dire, c'est des valeurs qui sont enchaînées au plus profond de nous. Que ça, et puis aussi se dire qu'il n'y a pas de convention et qu'il n'y a pas d'attente et qu'il y a surtout une écoute. Savoir qu'il y a ça en face, c'est quelque chose qui est extrêmement apaisant et qui fait énormément de bien. En fait, de toujours mettre en front la bienveillance que l'on a l'une vis-à-vis de l'autre. Pour moi, c'est bizarre hein, parce que c'est pas vraiment. C'est peut-être une réponse un petit peu à côté, mais pour moi, elle est là la flamme parce que tant qu'il y a cette sincérité-là, il y a la vérité de ce que l'on est l'une à l'autre et ça, c'est même dans les moments tourmentés, il suffit juste qu'on se prenne les mains, qu'on se regarde dans le blanc des yeux pour savoir que en fait tout ira bien toujours. Et toi, Marie, du coup? Non, mais moi, c'est un peu pareil. Pourtant, j'ai eu pas mal. Enfin, les relations étaient assez longues. Mes anciennes relations étaient assez longues, mais c'est vrai que là, c'est la première fois que j'ai autant confiance dans l'engagement qu'on a l'une envers l'autre. Et du coup, il n'y a pas de peur. C'est-à-dire que même quand on va s'affronter, même quand il n'y a pas de peur de perdre l'autre. Et on a confiance dans le fait que l'autre restera. Et que du coup, on peut être vraiment honnête et aller au fond des choses. Et pour moi, c'est en allant au fond des choses qu'on est vraiment nous-mêmes. Et c'est en étant vraiment soi-même qu'on continue à attirer l'autre, qu'on continue à désirer l'autre et à se faire désirer aussi. C'est quand on commence à rentrer dans un moule qui est un peu le nôtre, mais pas vraiment le nôtre, que c'est un peu plus terne. Et du coup, la magie s'en va, quoi. Ouais, on s'est promis de toujours se dire tout et de continuer à rêver. Enfin, je veux dire, à garder ce truc d'impulsion. Même si tout n'est pas facile. Non, ça enchaîne bien en fait avec la prochaine. Justement, que tu dis que vous dites tout. Qu'est-ce que vous avez envie de vous dire l'une à l'autre? Là, c'est un moment assez particulier parce qu'on sort d'un mois énorme et que moi, je me souviens de lui avoir dit avant ce mois-là, est-ce que tu te rends compte que le mois qui va passer, on va faire des grandes choses? Et du coup, j'ai juste envie de lui dire bravo et merci. Parce que sur Walk, elle a été... elles ont toutes été extraordinaires sur scène, mais t'as été incroyable. Et merci pour tout le soutien que tu m'as apporté pour et puis même pour toute l'écoute que t'as eue, parce que on peut en parler, je pense, sur Walk, il y a eu cette scène où on te voit embrasser un autre personnage de la scène, et c'est du théâtre, donc c'est un vrai baiser, et c'est pas forcément évident, quoi. Enfin, même si au nom de la visibilité lesbienne, c'est génial et vive ce baiser sur scène, mais au nom de mon ego, c'est autre chose. C'est autre chose parce que voilà, et t'as été extrêmement à l'écoute, et puis mêlé en plus avec le stress de la compétition et de ma performance. Moi, je faisais un amalgame de tout, donc non, juste merci et bravo. Et moi, j'ai envie de... Pareil, en fait, c'est la même chose. Mais le contexte
Bravo pour encore une fois pour la leçon que tu m'as donnée, tu nous as donné à tous de témérité, d'engagement, de courage. T'as été encore une fois, à chaque fois qu'on avance, t'es de plus en plus inspirante en fait, et t'es un exemple, vraiment, je le dis. T'es une source d'inspiration et t'es un exemple, pas que pour moi, mais pour tout le monde, je trouve. Tout le monde, il faut. Enfin, voilà. Le cucu, là. Non, mais c'est vrai, on est vraiment dans le cucu, mais merci d'avoir été là aussi pour moi pendant ce mois éreintant et si joyeux pourtant. Et je suis extrêmement fière de nous. D'avoir réalisé, parce il s'est passé beaucoup de choses dans ce mois-ci aussi, un déménagement, plein de choses, enfin bref. Donc à chaque jour qu'on a passé, on s'est dit, on s'est tapé dans la main en se disant allez, un de plus, et à chaque fois c'était de la fierté. Donc merci pour ce rocher si solide, ce phare dans la nuit. Voilà. Et pour conclure du coup ce podcast, quelle est votre définition de l'amour ? C'est quoi l'amour pour vous ? Parce que jusqu'à présent, tous les couples à qui on a posé la question sont tous et toutes posé la question vraiment en mode mais c'est vrai et tout le monde a des définitions et des visions différentes de ce qu'est l'amour pour eux et elles. Donc c'est quoi l'amour pour vous ? Tu veux répondre ? Ouais. Pour moi, l'amour, c'est quelque chose d'extrêmement universel et large, et que si tout le monde pouvait vivre au nom de l'amour avec un grand A, tout serait beaucoup plus facile, mais dans le sens, pour moi, on peut aimer tout le monde. C'est-à-dire que même au milieu de ce podcast, on peut le faire avec amour. Et là, je parle pas d'amour amoureux, mais on peut aimer son adversaire, on peut même aimer ses ennemis, en fait, et ça rend le combat beaucoup plus doux. Et ça, c'est toi qui aussi me l'as appris, c'est combat avec le sourire, quoi. Donne-leur du sourire et de l'amour, et le combat sera plus facile et t'en sortiras beaucoup plus, en tout cas, probablement vainqueur. Kill them with kindness. Voilà. Et ensuite, concernant notre amour, c'est l'engagement. Pour moi, c'est l'engagement qu'on a, c'est ça pour moi l'amour que j'ai pour toi. Ça va être de la redite, mais effectivement, pour moi, l'amour, c'est une énergie très très large qu'on a tous en nous, même les personnes les plus dark, même les personnes les plus fascistes, même les personnes les plus horribles de ce monde. Non, mais c'est vrai. Les plus homophobes. Les plus homophobes, les plus conservatrices. Enfin, tout le monde a de l'amour en soi. Que c'est une énergie qui se cultive. Et qui se régénère et qui va grossir plus on en donne. Je pense que c'est une force, littéralement, en termes d'énergie, une force révolutionnaire qui est vraiment sous-exploitée par tout le monde. Après, tout le monde ne peut pas être dans l'amour tout le temps. Je pense qu'on a besoin de colère, on a besoin de rage, on a besoin de hurler, on a besoin de s'énerver, on a besoin de casser des choses, ça c'est sûr et certain. Un cocktail Molotov par-ci par-là, c'est pas très très grave au final, mais on peut les balancer avec de l'amour aussi. Et en termes plus privés, en termes d'amour amoureux, oui, je pense que l'amour c'est aussi une énergie révolutionnaire et une force. Mais je pense qu'elle passe par un canal qui est celui de l'engagement et de l'écoute et de la bienveillance. C'est-à-dire que quand on aime quelqu'un, on a envie à mon sens, d'avoir toujours une main dans les deux sens tendus, de pouvoir être là pour la personne, et de s'élever en fait, de grandir ensemble, de s'élever, de se pousser vers le haut et d'avoir une main solide. C'est pas un plâtre, quoi qu'un plâtre ça se casserait, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas des menottes en fait, c'est vraiment une main bienveillante bienveillante, c'est pas l'amour, c'est pas de la, si c'est de la bienveillance, mais je veux dire c'est une main sur laquelle on peut compter, une main qui te connaît aussi et qui peut te guider dans le noir, mais voilà, faut garder cette indépendance là, mais je pense que l'indépendance de facto, mais c'est un engagement et c'est se faire grandir l'une et l'autre. Et c'est un privilège. Oui, c'est un privilège. De pouvoir s'aimer et d'avoir la place et
moyen de pouvoir s'aimer amoureusement. Ça reste un privilège. Ouais, sur scène, il n'y a pas longtemps, je disais que l'amour, c'est un truc de bourge, en fait. L'amour, c'est un truc de bourge, mais on peut décider que ça ne le soit pas. Voilà. On espère que vous avez aimé cet épisode. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous.